Même une fois dehors, quand je sentis de nouveau les attaques de la faim, je n'eus aucun regret d'avoir quitté le bureau sans demander cette couronne. Je tirai de ma poche le second copeau et le mis dans ma bouche. De nouveau, je fus soulagée. Pourquoi n'avais-je pas fait cela plus tôt? « Tu devrais avoir honte, dis-je à haute voix. As-tu vraiment pu avoir l'idée de demander à cet homme une couronne et de le mettre dans l'embarras encore une fois ?» Et je fus extrêmement dure avec moi-même et me reprochai l'idée effrontée qui m'était venue. « Parbleu, c'est bien ce que je connais de plus ignoble, dis-je. Assaillir un homme et lui arracher presque les yeux, tout simplement parce que toi, misérable chien, tu as besoin d'une couronne? Allons, marche, plus vite, fainéant, je vais t'apprendre, moi. » Je me mis à courir pour me punir, parcourant au galop une rue après l'autre, m'excitant avec des exclamations rageuses, m'interpellant furieusement en silence quand je voulais m'arrêter. Entre-temps, j'avais atteint le haut de la rue des Saules. Je m'arrêtai enfin, tout prêt à pleurer de rage de ne plus pouvoir courir. Je tremblais de tout mon corps, et je me laissai tomber sur un perron. « Halte !» dis-je. Et pour me bien torturer, je me relevai et me forçai à rester debout, et je ris de moi-même et me délectai de mon propre épuisement. Enfin, après quelques bonnes minutes, je m'accordai d'un mouvement de tête la permission de m'asseoir. Toutefois, je choisis la place la plus incommode sur le perron. Grand Dieu, que c'était bon de se reposer. J'essuyais la sueur de mon visage et j'aspirais l'air frais à grands traits. Comme j'avais couru. Mais je ne le regrettais pas, je l'avais bien mérité. Pourquoi diable aussi avais-je voulu demander cette couronne? Maintenant je voyais les suites. Et je recommençais à me parler doucement, à me faire des remontrances comme aurait pu le faire une mère. Je devenais de plus en plus émouvant, et dans ma fatigue et mon épuisement, je me mis à pleurer. Un chagrin silencieux et profond, un sanglot intérieur, sans une larme. Je restai à la même place un quart d'heure ou davantage. Les gens allaient et venaient, sans que personne me dérangeât. Des petits enfants jouaient çà et là autour de moi, un petit oiseau chantait dans un arbre, de l'autre côté de la rue. Un agent de police vint à moi et dit « Pourquoi êtes-vous assis là ?»« Pourquoi je suis assis là ?» demandai-je. « Pour mon plaisir. »« Voilà une demi-heure que je vous observe, dit-il. Ça fait une demi-heure que vous êtes assis là. »« Environ, répondis-je. Avez-vous autre chose à me dire ?» Je me levai furieux et m'en allai. Arrivé au marché, je m'arrêtai et regardai le pavé. Pour mon plaisir. Était-ce là une réponse? Par fatigue, voilà ce que tu devais dire, en prenant une voix larmoyante. Tu n'es qu'un veau, tu n'apprendras jamais à faire l'hypocrite. Par inanition, et tu aurais dû soupirer comme un cheval. Arrivé au poste d'incendie, je m'arrêtai de nouveau, frappé d'une nouvelle inspiration. Je fis claquer mes doigts, avec un éclat de rire qui étonna les passants, et je dis « Maintenant, il faut que tu ailles chez le pasteur Lévisson. Morbleu, oui, tu iras, rien que pour essayer. Qu'est-ce que ça te coûte? Et puis il fait si beau temps. » J'entrai à la librairie Pacha, trouvai dans l'annuaire l'adresse du pasteur Lévisson, et m'y rendis. Cette fois, me dis-je, c'est sérieux, ne fais pas de bêtises. Ta conscience, dis-tu? Pas d'enfantillage, tu es trop pauvre pour entretenir une conscience. Tu as faim, n'est-ce pas? Tu viens pour une affaire importante, au plus pressé d'abord. Mais il faut pencher la tête sur l'épaule et donner le ton à tes paroles, y mettre la mélodie. Tu ne veux pas? Alors je t'abandonne. Pas un pas de plus, tiens-le-toi pour dit. Bon, tu es dans un état très inquiétant. Tu es en butte aux puissances des ténèbres. La nuit, tu soutiens une lutte affreuse contre d'énormes monstres silencieux, que c'en est une horreur. Tu as faim et soif de lait et de vin, mais tu n'en as pas. Voilà où tu en es arrivé. Tu n'as même plus, autant dire, de crachat dans la lampe. Mais tu crois à la grâce divine, Dieu merci, tu n'as pas encore perdu la foi. Alors tu joins les mains et tu prends un air de possédé, tellement tu crois à la grâce divine. Pour ce qui est de Mammon, tu es Mammon sous toutes ses formes. Un livre de psaumes, c'est une autre affaire. Un livre de psaumes comme souvenir, un petit souvenir d'une couple de couronnes. À la porte du pasteur, je m'arrêtai et lus « Bureau ouvert de midi à 4 heures. » Et puis, pas d'enfantillage, me dis-je. Maintenant, ça devient sérieux. Allons, penche la tête, encore un peu. Et je sonnai à son domicile particulier. Je voudrais voir le pasteur, dis-je à la bonne. Mais il me fut impossible de glisser le nom de Dieu dans ma phrase. Il est sorti, répondit-elle.
Sortit. Sortit. Cela bouleversait tout mon plan. Cela dérangeait complètement tout ce que j'avais pensé dire. Alors à quoi me servait cette longue course? J'étais bien avancée. Était-ce quelque chose de particulier? Demanda la bonne. Pas le moins du monde, répondis-je, pas le moins du monde. Mais il faisait un temps délicieux et j'ai voulu venir le saluer. Nous restions là, tous les deux, face à face. Avec intention, je bombais la poitrine pour attirer son attention sur l'épaule qui fermait ma jaquette. Des yeux, je la priais de voir pourquoi j'étais venue, mais la pauvre ne comprit rien. Oui, un temps délicieux. Madame non plus n'était pas à la maison? Si, mais elle avait des rhumatismes. Elle restait étendue sur un canapé sans pouvoir bouger. Je voulais peut-être lui remettre un message ou quelque chose? Non, pas du tout. De temps à autre, comme cela, je faisais une promenade pour prendre un peu d'exercice. C'était si bon après le déjeuner. Je me remis en route. À quoi cela menait-il de prolonger cette conversation? Au surplus, je commençais à éprouver un vertige. Il n'y avait pas à s'y tromper. J'étais sur le point de m'effondrer pour tout de bon. Bureau ouvert de midi à 4 heures. J'avais frappé 1 heure trop tard. Le moment de la grâce était passé. Place du Grand Marché, je m'assis sur un des bancs près de l'église. Grand Dieu, comme l'avenir commençait à me paraître sombre. Je ne pleurais pas, j'étais trop fatiguée pour cela. Au comble de la torture, je restais là sans rien entreprendre, immobile et affamée. Ma poitrine surtout était en feu. J'y ressentais une cuisson tout particulièrement pénible. Mâcher des copeaux ne servirait plus à rien. Mes mâchoires étaient lasses de ce travail stérile et je les laissais en repos. Je me rendis à merci. Au surplus, un bout d'écorce d'orange déjà brunie que j'avais trouvé par terre et m'étais aussitôt mis à ronger m'avait donné la nausée. J'étais malade, les veines de mes poignets étaient gonflées et bleues. Mais aussi pourquoi avais-je perdu tant de temps, à vrai dire? Couru toute la journée de ci de là après une couronne qui put entretenir la vie en moi quelques heures de plus. Au fond, n'était-il pas indifférent que l'inévitable arrivât un jour plus tôt ou un jour plus tard? Pour me conduire en homme sensé, j'aurais dû rentrer chez moi depuis longtemps, et me coucher, me rendre. Pour le moment ma pensée était lucide. J'allais mourir. C'était l'automne et tout était en léthargie. J'avais essayé de tous les moyens, employé toutes les ressources que je connaissais. Sentimentalement, je caressais cette pensée, et chaque fois que revenait l'espoir d'un salut possible, je m'en détournais en disant « Fou que tu es, tu as déjà commencé à mourir. Il fallait écrire quelques lettres, mettre tout en ordre, et me tenir prêt. Je me laverais avec soin, et ferais joliment mon lit. Je poserais ma tête sur quelques feuilles de papier blanc, ce qui me restait de plus propre. La couverture verte, je pourrais. » La couverture verte! D'un coup je fus complètement réveillée. Le sang me monta à la tête et j'eus un fort battement de cœur. Je me lève du banc et me mets à marcher. De nouveau, la vie s'agite par tout mon être, et coup sur coup, je répète ces paroles sans suite. La couverture verte! La couverture verte! Je marche de plus en plus vite, comme s'il s'agissait de rattraper quelque chose, et après un court moment, je me retrouve chez moi, dans mon atelier de ferblantier. Sans m'arrêter un instant et sans réfléchir dans ma résolution, je vais droit à mon lit et me mets à rouler la couverture de Hans Pauli. Ce serait bien étonnant si mon heureuse inspiration ne pouvait me sauver. De sots scrupules surgissaient en moi, mais je m'élevais infiniment au-dessus d'eux. À tout cela, je disais adieu. Je n'étais pas un saint, un vertueux idiot, j'avais toute ma raison. Je pris la couverture sous mon bras et descendus rue Stenner, numéro 5. Je frappai et entrai, pour la première fois, dans la grande salle inconnue. La sonnette de la porte tinta au-dessus de ma tête toute une série de coups incohérents. Un homme arrive d'une pièce contiguë, tout en mâchant, la bouche pleine de manger, et se poste devant le comptoir. « Oh, prêtez-moi une demi-couronne sur mes lunettes, dis-je. Je les dégagerai dans quelques jours, sûrement. »« Hein? Mais ce sont des lunettes d'acier? »« Oui. Non, je ne peux pas. »« Non, sans doute vous ne pouvez pas. Au fond, ce n'était qu'une plaisanterie du reste. Mais j'ai une couverture dont je n'ai effectivement pas l'emploi d'ici longtemps, et l'idée m'est venue que vous pourriez m'en défaire. »« Oh, j'ai malheureusement tout un stock de couvertures, » répondit-il, et quand je l'eus déroulé, il jeta dessus un seul coup d'œil et s'écria. « Non, excusez-moi, de ça non plus je n'ai pas l'emploi. »
J'ai voulu vous montrer le plus mauvais côté d'abord, dis-je. L'autre est bien meilleur. Non, ça ne fait rien, je n'en veux pas, et vous n'en trouverez pas d'Isoré, nulle part. Non, il est clair qu'elle n'a pas de valeur, dis-je, mais je pensais que cela pouvait faire un lit avec une autre vieille couverture, à la crier. Non, c'est inutile. 25 orés, dis-je. Non, je n'en veux pour rien au monde, mon brave, je ne veux pas de ça dans ma maison. Je repris ma couverture sous mon bras et rentrai chez moi. Vis-à-vis de moi-même, je fis comme si de rien n'était. J'étendis de nouveau la couverture sur le lit, la lissai bien comme j'en avais l'habitude, et j'essayai de faire disparaître toute trace de ma dernière action. C'était impossible. Je n'avais pas eu toute ma raison au moment où j'avais pris la résolution de commettre cette canaillerie. Plus j'y pensais, plus cela me paraissait improbable. Cela devait être un accès de faiblesse, une sorte de relâchement dans les ressorts de mon être intime qui m'avait trouvé dépourvu. Du reste, je n'étais pas tombée dans ce piège, j'avais eu le pressentiment que je m'engageais dans une mauvaise voie, et j'avais positivement essayé d'abord de mettre en gage mes lunettes. Et je me réjouis grandement de n'avoir pas eu l'occasion d'accomplir cette faute qui aurait souillé les dernières heures de mon existence. Et, une fois de plus, je retournai en ville. Je m'assis de nouveau sur un banc près de l'église de notre Sauveur, m'assoupis, le menton sur la poitrine, là, après cette dernière surexcitation, malade et engourdi de faim, et le temps passait. Je pouvais bien rester encore là une bonne heure. Il faisait plus clair dehors que chez moi. Du reste, il me semblait que le travail de ma poitrine était loin d'être aussi pénible en plein air. Et puis, je rentrerais toujours assez tôt. Je somnolais et réfléchissais, et je souffrais bien cruellement. J'avais trouvé un petit caillou que j'avais nettoyé et mis dans ma bouche pour avoir quelque chose à mâchonner. À part cela, je ne faisais pas un mouvement et ne remuais même pas les yeux. Les gens allaient et venaient, le bruit des voitures, des sabots de chevaux et des conversations emplissait l'air. Je pourrais toujours essayer d'engager les boutons. Naturellement, cela ne servirait à rien, et en outre, j'étais passablement malade. Mais en y réfléchissant, pour rentrer chez moi, j'allais juste dans la direction de ma tante proprement dite. À la fin, je me levai et me traînais lentement, à petits pas, le long des rues. Une brûlure commençait à se faire sentir au-dessus de mes sourcils. La fièvre montait, et je me dépêchais de toutes mes forces. Je repassai devant la boulangerie où était le pain. Non, nous ne nous arrêterons pas ici, dis-je, avec une résolution feinte. Mais si j'entrais demander une bouchée de pain, c'était une idée fugitive, une lueur. Fi, dis-je à mi-voix en secouant la tête. Et je repartis, plein d'ironie pour moi-même. Je savais fort bien qu'il était inutile d'entrer dans cette boutique avec des prières. Dans le passage des Cordiers, un couple d'amoureux chuchotait sous une porte cochère. Un peu plus loin, une fille passait la tête à la fenêtre. Je marchais si doucement et avec une telle circonspection que j'avais l'air d'avoir des idées de derrière la tête, et la fille sortit dans la rue. « Eh bien, comment ça va-t-il, mon vieux ? Quoi, tu es malade ? Dieu me pardonne, quelle figure !» Et la fille se retira en toute hâte. Je m'arrêtai sur le champ. Qu'y avait-il dans ma figure ? Avais-je réellement commencé de mourir ? Je me tâtais les joues avec la main. Maigre, naturellement j'étais maigre. Mes joues étaient comme deux sébiles avec le fond en dedans. Grand Dieu ! Et je me remis en marche, à petits pas. De nouveau je m'arrêtai. Je devais être inconcevablement maigre, et les yeux étaient en train de rentrer dans la tête. De quoi avais-je l'air ? C'était le diable aussi d'être forcé de se laisser défigurer vivant uniquement par la faim. Je sentis la colère me prendre encore une fois, la dernière flambée, le dernier spasme. Dieu me garde, quelle figure, hein ? J'étais doué d'une tête qui n'avait pas sa pareille dans tout le pays, d'une paire de poings qui, Dieu me pardonne, pouvait moudre et pulvériser un débardeur, et avec cela, en pleine ville de Christiana, je jeûnais à en perdre figure humaine. Est-ce que cela avait un sens ? Est-ce que c'était selon l'ordre et la mesure ? J'avais tiré sur le collier, je m'étais échiné jour et nuit, comme une haridelle à traîner un pasteur, j'avais étudié à m'en faire sortir les yeux du crâne, j'avais jeûné à m'en faire sortir la raison du cerveau. Que diable avais-je en retour ? Même les filles des rues priaient Dieu de leur épargner ma vue.
Mais maintenant c'était fini. Comprends-tu? Fini. Quand le diable y serait, il fallait en finir. Avec une fureur sans cesse croissante, grinçant des dents de me sentir si épuisé, je continuais, parmi les pleurs et les blasphèmes, à tempêter sans prendre garde aux gens qui passaient devant moi. Je recommençais à me martyriser, me frapper volontairement le front contre les réverbères, m'enfoncer les ongles dans les paumes, me mordre la langue comme un démon quand elle ne parlait pas distinctement, et rire furieusement chaque fois que cela faisait un peu mal. « Oui, mais que faire ?» me répondis-je à la fin. Et je frappe du pied plusieurs fois sur le pavé en répétant « Que faire? Que faire ?» Un monsieur passe juste à ce moment et fait cette remarque en souriant. « Il faut aller vous faire arrêter. » Je le regardais. C'était un de nos célèbres médecins pour dames, qu'on appelait le duc. Pas même lui ne comprenait mon état. Lui, un homme que je connaissais, dont j'avais serré la main. Je me calmais. Arrêter? Oui, j'étais fou. Il avait raison. Je sentais la démence dans mon sang. Je la sentais battre dans mon cerveau. Ainsi voilà la fin qui m'était réservée. Oui, oui. Et je repris ma marche, lente et triste. Ainsi, c'était là que je devais échouer. Tout d'un coup, je m'arrête encore une fois. Mais pas en prison, dis-je, pas cela. Et ma voix était presque rauque d'angoisse. Je priais, je suppliais dans le vide qu'on ne m'arrêtât pas. Alors je reviendrais au dépôt. On m'enfermerait dans une cellule sombre où il n'y avait pas un brin de lumière. Non, pas ça. Il y avait encore d'autres issues ouvertes que je n'avais pas essayées. Et je les essaierais. Je me donnerais plus de peine, je prendrais mon temps, et j'irais infatigablement de porte en porte. Il y avait, par exemple, Sisler, le marchand de musique. Je n'avais pas mis les pieds chez lui. Il se trouverait bien un remède. Ainsi j'allais et discourais tant et si bien que je me mis une fois de plus à pleurer d'émotion. Tout, pourvu qu'on ne m'arrête pas. Sisler? Peut-être était-ce le doigt de Dieu? Son nom m'était venu à l'esprit sans motif, et il demeurait au diable. Je voulais tout de même l'aller trouver. Je marcherais doucement, en me reposant de temps en temps. Je connaissais l'endroit. J'y avais été souvent pour acheter un peu de musique dans le bon temps. Lui demanderais-je une demi-couronne? Cela le gênerait peut-être. Je lui en demanderais une tout entière. J'entrai dans la boutique et demandai le patron. On m'introduisit dans son bureau. L'homme était assis là, beau, habillé à la dernière mode, et il examinait des papiers. Je balbutiai une excuse et exposai mon affaire. Forcé par le besoin de m'adresser à lui, je ne tarderai guère à lui rendre cet argent. Quand je toucherai les honoraires de mon article au journal, il me rendrait un tel service. Je parlais encore que déjà il s'était retourné vers son pupitre et continuait son travail. Quand j'eus fini, il me lança un regard oblique, secoua sa belle tête et dit « Non ». Simplement « non ». Pas une exclamation, pas un mot. Mes genoux tremblaient violemment, et je m'appuyais à la petite balustrade polie. Il fallait essayer encore une fois. Pourquoi son nom m'était-il justement venu à l'esprit, alors que j'étais là-bas, dans le quartier de Vaterland? J'eus quelques élancements dans le côté gauche, et la sueur me prit. J'étais vraiment très affaibli, dis-je, assez malade, hélas, et je serais certainement à même de le rembourser dans les 48 heures, s'il voulait être assez aimable. « Mon brave homme, pourquoi venez-vous chez moi ?» dit-il. « Pour moi, vous êtes absolument un X. Entrez de la rue, allez au journal où l'on vous connaît. »« Mais rien que pour ce soir, dis-je, la rédaction est fermée, et j'ai très faim. » Il secouait la tête sans interruption, et il continua de la secouer, même après que j'eus mis la main sur le bouton de la porte. « Adieu, dis-je. » Ce n'était pas un signe d'en haut, pensai-je, et je souris amèrement. À cette hauteur-là, moi aussi je pouvais faire signe si besoin était. Je me traînais un quart d'heure, puis un autre, me reposant çà et là sur un perron, pourvu qu'on ne m'arrête pas. La terreur de la cellule me poursuivait tout le temps, sans me laisser un moment de répit. Chaque fois que je voyais un agent sur ma route, je me faufilais dans une rue transversale pour éviter de le rencontrer. « Nous allons compter 100 pas, dis-je, et nous tenterons de nouveau la chance. Une fois, il se trouvera bien un remède. » C'était un modeste magasin de mercerie, un endroit où je n'avais encore jamais mis les pieds. Un homme seul, derrière le comptoir,
un bureau intérieur avec une plaque de porcelaine sur la porte, des rayons recouverts de papier et une longue rangée de tables. J'attendis que la dernière cliente eût quitté la boutique, une jeune dame avec des fossettes. Comme elle avait l'air heureuse. Je ne voulus pas essayer de faire impression sur elle avec ma jaquette fermée d'une épingle, et je me détournai. « Vous désirez quelque chose ?» demanda l'employé. « Est-ce que le patron est là ?» dis-je. « Il est en excursion, dans le Jotunheimen, » répondit-il. « Aviez-vous quelque chose de particulier ?» Il s'agissait de quelques orées pour manger, dis-je en essayant de sourire. Je suis affamé, je n'ai pas un oré. Alors vous êtes juste aussi riche que moi, dit-il, et il se mit à ranger des paquets de fils. Oh, ne me renvoyez pas maintenant, dis-je, tout à coup glacé par tout le corps. Réellement, je suis presque mort de faim. Voilà plusieurs jours que je n'ai rien pris. Avec le plus grand sérieux, sans rien dire, il se mit à retourner ses poches l'une après l'autre. Si je ne voulais pas le croire sur parole. Seulement 5 orées, dis-je. Je vous en rendrai 10 dans quelques jours. Mon brave homme, voulez-vous que je vole dans la caisse? Demanda-t-il avec impatience. Oui, dis-je, prenez 5 orées dans la caisse. Ce n'est pas moi qui ferai cela, conclut-il. Et il ajouta. Et laissez-moi vous dire par la même occasion qu'en voilà assez de ce jeu. Je me retirai, malade de faim et brûlant de honte. Non, il fallait en finir. J'en étais vraiment arrivé trop loin. Je m'étais maintenu durant tant d'années, je m'étais tenu droit durant tant d'heures cruelles, et voilà que tout à coup, j'étais tombé à la mendicité brutale. Cette seule journée avait dégradé toute ma pensée, avait éclaboussé mon âme d'impudence. Je n'avais pas eu honte, pour me rendre intéressant, de pleurer devant les moindres boutiquiers. Et à quoi cela m'avait-il servi? Ne restais-je pas comme devant, sans une bouchée de pain à me mettre sous la dent? Tout ce que j'avais obtenu, c'était de me dégoûter moi-même. Oui, maintenant il fallait en finir. Dans un instant, on allait fermer la porte de ma maison, et il fallait me dépêcher si je ne voulais pas coucher au dépôt cette nuit encore. Cela me donna des forces. Coucher au dépôt, je ne voulais pas de cela. Le corps courbé en avant, la main appuyée contre mes côtes gauches pour calmer un peu les élancements, je me traînais avec effort, les yeux attachés au trottoir pour ne point obliger à me saluer d'éventuelles connaissances, et je me hâtais vers le poste d'incendie. Dieu merci, il n'était que 7 heures à notre sauveur, j'avais encore 3 heures avant la fermeture de la porte. Ah, que j'avais eu peur. Ainsi donc, il ne restait plus rien à tenter. J'avais fait tout ce que je pouvais. Que dans toute une journée je n'ai pas réussi une fois, pensais-je, je pourrais raconter cela à n'importe qui, personne ne voudrait le croire. Et si je l'écrivais, on dirait que je l'ai inventé. Pas dans un seul endroit. Bah, il n'y avait rien à y faire. Avant tout, ne plus essayer de faire pitié. Fi, c'est dégoûtant. Je t'assure que cela me dégoûte de toi. Si tout espoir était perdu, eh bien il était perdu. Au reste, ne pourrais-je pas voler une poignée d'avoine dans l'écurie? Un trait de lumière, un rayon. Je savais que l'écurie fermait à clé. J'en prenais à mon aise et rampais vers ma maison à un train d'escargot. Je sentis la soif, heureusement pour la première fois de toute la journée, et tout en marchant, je cherchais un endroit où boire. J'étais maintenant trop loin de la halle aux viandes, et je ne voulais pas entrer dans une maison particulière. Peut-être aussi pourrais-je attendre d'être arrivé chez moi. Cela prendrait un quart d'heure. Du reste, il n'était pas dit que je serais en état de garder même une gorgée d'eau. Mon estomac ne tolérait plus rien. Même la salive que j'avalais me donnait la nausée. Et les boutons? Je n'avais encore rien essayé du côté des boutons. Je m'arrêtai brusquement et me mis à sourire. Peut-être y avait-il tout de même un remède. Je n'étais pas condamné sans rémission. J'en tirerais très certainement 10 orées. Demain, j'en trouverais 10 autres ailleurs. Et jeudi, on me paierait mon article au journal. J'allais voir, cela s'arrangerait. Vraiment, avoir pu oublier les boutons. Je les sortis de ma poche et les considérai en reprenant ma marche. La joie obscurcit mon regard. Je ne voyais plus rien de la rue où je marchais. Comme je connaissais exactement le grand sous-sol, mon refuge dans les sombres soirs, mon vampirique ami, un à un mes effets avaient disparu dans cet antre, mes menus objets de famille, mon dernier livre. Au jour d'enchère, j'y descendais volontiers en spectateur, et j'avais une joie chaque fois que mes livres me semblaient tomber en bonnes mains.
Magelsen, l'acteur, avait ma montre, et j'en étais presque fière. Une connaissance avait acheté un almanach, où se trouvait mon premier petit essai poétique, et mon pardessus avait échoué dans l'atelier d'un photographe, comme accessoire. Ainsi donc, il n'y avait rien à redire à quoi que ce fût. Je tenais mes boutons préparés dans ma main, et j'entrai. Mon oncle est assis à son pupitre et écrit. « Je ne suis pas pressé, lui dis-je, dans ma crainte de le déranger et de l'agacer par ma requête. » Ma voix avait un ton si étrangement creux que je la reconnus à peine moi-même, et mon cœur battait comme un marteau. Il vint vers moi en souriant, à son habitude, posa les deux mains à plat sur le comptoir et me dévisagea sans mot dire. Oui, j'avais là quelque chose, je voulais lui demander s'il n'en trouverait pas l'emploi, quelque chose qui ne faisait que m'embarrasser à la maison, je vous assure, une vraie calamité, quelques boutons. Eh bien, qu'est-ce que c'était que ces boutons? Et il approche ses yeux tout contre ma main. S'il ne pouvait pas m'en donner quelques orées, autant qu'il le jugerait bon, tout à fait à son estimation. Pour ces boutons-là? Et mon oncle me fixe avec stupéfaction. Pour ces boutons? Juste de quoi acheter un cigare ou ce qu'il voudrait. Je passais devant la porte et j'avais voulu m'informer. Alors le vieil usurier se mit à rire et retourna à son pupitre sans ajouter un mot. Je restais plantée là. À vrai dire, je n'avais pas eu grand espoir, et pourtant j'avais cru possible d'être tirée d'affaire. Ce rire était ma condamnation à mort. Il ne servirait sans doute à rien non plus d'essayer de placer mes lunettes. Naturellement, je mettrais dans le lot mes lunettes, cela va de soi, dis-je en les enlevant. Seulement 10 orées, ou s'il voulait 5 orées. Vous savez bien que je ne peux rien prêter sur vos lunettes, dit mon oncle. Je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai besoin d'un timbre, dis-je d'une voix sourde. Je n'ai même pas pu faire partir les lettres que j'avais à écrire. Un timbre de 10 ou de 5 orées, absolument comme il vous plaira. Que Dieu vous bénisse, et fichez-moi le camp, répondit-il, en faisant vers moi un geste de la main. Bon, n'en parlons plus, me dis-je à moi-même. Machinalement, je remis mes lunettes, repris les boutons, et partis. Je dis bonsoir et fermai la porte derrière moi comme d'habitude. Voilà, il n'y avait plus rien à faire. Dans la cage de l'escalier, je m'arrêtai et regardai encore une fois les boutons. Dire qu'il n'en veut à aucun prix, fis-je, ce sont pourtant des boutons presque neufs, je ne peux pas comprendre ça. Tandis que j'étais plongée dans ces considérations, un homme passa devant moi en descendant au sous-sol. Dans sa hâte, il m'avait légèrement heurté, nous nous excusâmes tous deux, et je me retournai pour le regarder. « Non, c'est toi ?» dit-il brusquement au bas de l'escalier. Il remonta, et je le reconnus. « Dieu me pardonne, quelle mine tu as » dit-il. « Qu'est-ce que tu as fait là-bas ?»« Oh, des affaires. »« Tu y descends, dis-je. »« Qu'est-ce que tu y as porté ?» Mes genoux tremblaient. Je m'appuyai au mur et tendis ma main ouverte avec les boutons. « Ah, diable !» cria-t-il. « Non, ça va trop loin. » « Bonne nuit, dis-je, en faisant mine de partir. Je sentais des sanglots dans ma poitrine. « Non, attends un moment !» Que devais-je attendre? Lui-même était sur le chemin de ma tante. Il lui portait peut-être sa bague de fiançailles. Il avait jeûné plusieurs jours, il devait de l'argent à son hôtesse. « Oui, répondis-je, si tu fais vite. »« Naturellement, dit-il, en me prenant le bras. Mais que je te dise, je ne te crois pas, tu es un idiot, c'est mieux que tu descendes avec moi. » Je compris son intention, et soudain il me revint un petit sentiment d'honneur, et je répondis « Je ne peux pas, j'ai promis d'être rue Bernd Anker à 7h30 et… » « 7h30, très bien, mais il est 8h, j'ai ma montre dans la main, c'est elle que je porte là-bas. Allons, entre, pêcheur affamé, je toucherai au moins 5 couronnes pour toi. » Et il me poussa dans le sous-sol.